voilà, dans ma mentalité, c'est on peut pas me terminer. Le mec, il faudra, s'il me bat, il me battra à la décision. Ou alors, sauf si bien sûr les deux artères fémorales sont fermées et que voilà, il n'y a plus de sang qui part au cerveau et extinction des feux ou bras cassés ou KO net, ben, il faudra les mecs qui savent, ils sont prévenus maintenant qu'avec moi, c'est géré jusqu'au bout parce que je prends pas ça que dans le côté sportif, je mets aussi ma fierté en jeu dans la cage. Et donc j'ai toujours tout donné, en tout cas donné mon cœur et toutes mes intentions dans la cage. Bonjour à toutes et à tous, on va faire aujourd'hui la complète de la sueur avec Benoît Saint-Denis et son coach de toujours Daniel Voirin. On va revenir d'abord sur ton histoire Benoît et ensuite le moment où tu as rencontré Daniel, comment ça s'est passé et comment est-ce que vous êtes liés plus que coach-élève, maintenant vous êtes des amis, je crois que c'est ce que tu me disais la dernière fois. Donc on va revenir sur tout ça, mais d'abord on va revenir sur toi et ta vie. On veut tout savoir de qui est Benoît Saint-Denis et comment est-ce qu'il est devenu le monstre qu'on voit ici. Est-ce que tu peux revenir jusqu'en enfance? Comment tu as grandi? Comment tu as découvert l'armée, les sports de combat? Dis-nous tout. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Benoît Saint-Denis, alias du coup God of War, pour ceux qui me connaissent que du monde du MMA. Moi je suis né en 95, en décembre 95, d'un père militaire et d'une mère prof. Et voilà, et du coup j'ai grandi avec cet état d'esprit. On va dire assez rigoureux, avec des valeurs on va dire combatives fortes, parce que mon père était donc mon père était à la Légion étrangère et c'était un judoka, on va dire, c'était son sport principal. Il l'a pratiqué dans l'armée jusqu'à on va dire 24, 25, 26 ans, Okay. avant d'arrêter et de se consacrer vraiment qu'à sa carrière militaire. Et alors donc du coup il a continué le judo, on va dire à un niveau correct. Il m'a mis au judo quand j'étais gosse, donc j'ai fait du judo de 8 à 16 ans, j'ai eu ma ceinture noire. Après j'ai arrêté le judo pour me consacrer à l'armée, pour m'engager dans les... j'aspirais à aller dans les forces spéciales françaises, donc j'ai fait du coup 5 ans dans les forces spéciales françaises au sein du 1er PIMA. Donc je me suis bien préparé et après mon bac scientifique acquéri en 2013, je suis directement parti à Bayonne au 1er PIMA et puis j'ai fait les 1 an et demi de formation et à l'issue tu es incorporé dans un groupe en tant que force spéciale et après j'ai vadrouillé sur la bande subsaharienne pour faire le travail de FS qui était d'actualité aujourd'hui, qui est encore d'actualité maintenant, enfin qui était d'actualité à ce moment-là, mais qui l'est encore aujourd'hui, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, donc sur tout le théâtre, sur toute la bande subsaharienne, notamment beaucoup le Mali. Et voilà, je me suis régalé, j'ai fait 5 ans là-bas, c'était une super aventure humaine. Il y avait quand même certaines valeurs qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le MMA, c'est-à-dire de la rigueur au travail, de la régularité, des valeurs de combativité. Voilà, et être intelligent, essayer de se pousser vers le haut en travaillant dur mais aussi intelligemment. Je pense que ça c'est très important. C'est un conseil que je donne à tous les jeunes, c'est travailler dur c'est bien, mais il faut travailler dur intelligemment parce que sinon vous allez travailler dans le vent en fait. Donc même si c'est une des choses les plus importantes, c'est d'avoir une certaine régularité de travail et être capable d'y aller fort et d'être dur. Mais il faut se poser des questions et avoir de la réflexion sur ce qu'on fait pour s'entraîner intelligemment. Et en fait, 2017, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, j'ai découvert ça. Et avec Christophe Savoca, qui est mon coach de sol, qui m'a accompagné d'ailleurs au dernier UFC, au Fight Night à Vegas, et qui m'accompagne à la plupart de mes combats en tant que référent sol dans l'équipe. Et j'ai fait quelques compétitions. Première compétition que j'ai fait, je suis passé très rapidement, quasiment immédiatement ceinture bleue parce que j'étais déjà ceinture noire en judo, donc c'est une sorte d'équivalence.
qu'en fait, j'ai pratiqué 2 semaines, j'ai fait une compétition en ceinture blanche que j'ai gagnée. Et à l'époque, j'avais gagné aussi contre le vainqueur de l'absolute des ceintures bleues, parce on avait mélangé ceinture blanche et ceinture bleue. Et parce que j'étais passionné et j'adorais ça, et mon coach il me poussait vers le côté compétitif que j'avais en moi et et voilà, donc je me suis vu un peu renaître. Ça a été une sorte de renaissance pour moi, de redécouvrir un peu ces sensations-là. Et donc du coup, on a fait les championnats de France en ceinture bleue, que j'avais gagné aussi. Et donc de plus en plus, je me posais la question, comment on peut gagner sa vie en faisant ça. Et il n'y avait pas que le sol qui m'intéressait, étant donné que début 2018, fin 2017, j'ai commencé aussi le pied-point, le K1 à Bayonne, au club de Sifit, où il y a notamment un grand monsieur du pied-point français qui s'appelle Stéphane Susperigui, qui est un combattant de Glory depuis pas mal d'années, en moins de 95, qui est là-bas, qui m'a mis mes premières roustes en pied-point. Et du coup, ça a été un super apprentissage. Et au bout d'1 an en fait, de pratique de sol et un peu de pied-point, je me suis dit putain, en fait j'adore ça. Et donc fin 2018, je fais une compétition amateur que je remporte, qui s'appelait l'Invictus en MMA. Donc c'était 4 combats en une soirée. C'était que un round à chaque fois. Et suite à ça, mon coach Christophe me dit tiens, il y a Daniel Warin qui est un coach réputé, qui est rentré des États-Unis, qui monte une équipe et qui fait des sélections au Venom Training Camp. Ça peut être l'occasion pour toi de te tester, de voir ce que tu vaux contre des pros. Et ça, du coup, c'est à quelle année? Donc ça, c'est 2018. Donc, d'accord. Okay. Ça, c'est fin 2018 en fait. Okay. C'est septembre 2018, quelque chose comme ça. Ok. Et juste après ma compétition, je venais de remporter, en fait, septembre 2018, je fais cette compétition amateur de MMA. Ok, d'accord. Et à l'issue, je fais les sélections. Et d'ailleurs, je ne m'entrais pas encore dans un club d'MMA. Je l'avais remporté grâce au sol et au pied-point, mais la lutte, c'était pas du tout au point. Je m'entraînais dans un club un club qui pratiquait le pied-point compétiteur et un club qui pratiquait le sol compétiteur, mais gi. Donc voilà, il manquait pas mal de domaines, mais on a bricolé avec les coachs de Sifit et Christophe. Et on s'est débrouillé. Et moi, ça m'a vraiment plu. Et donc je fais ces sélections. Et là-dessus, je peux laisser Daniel en parler, mais en fait, il m'a rappelé la semaine après pour me dire que je faisais également partie de l'équipe, même s'il ne m'avait pas annoncé directement dans l'équipe, étant donné que j'étais encore militaire et que mon contrat était encore en cours. Et donc, comme j'étais à Bayonne, je ne pouvais pas être à Bayonne et à Paris simultanément. Mais Daniel m'a dit, écoute, si tu veux, viens, on te prend dans l'équipe, moi je te rajoute à l'équipe. Je me suis dit, si ce mec-là il croit en moi, on n'avait pas beaucoup discuté, mais j'avais un bon feeling et il avait une bonne réputation. Et je croyais en moi et en ce que je voulais faire. Et donc du coup, je me suis dit, c'est parti. Parce qu'en fait, on devait en prendre que 4 en fait. On avait prévu pour prendre 4 combattants dans la team élite. Il y avait combien en tout dans les sélections? Je crois qu'on était au moins 50, 60. Okay. Et on devait en prendre 4. Et j'avais choisi les 4. Et lui, en fait, c'était le 5e. Comme il m'avait tapé à l'œil, j'ai dit non, il a quelque chose et je vais le prendre. Et qu'est-ce que tu as vu du coup chez Benoît? En fait, c'est simple. Je l'ai mis en situation. C'est-à-dire qu'en fait, Benoît, je l'avais mis avec un combattant chevronné, qui avait au moins une vingtaine de combats professionnels en MMA. Donc j'ai vu que en fait c'était 50-50 quoi. Sachant que lui qui avait fait 0 combat. C'est-à-dire au sol il se débrouillait bien, debout il se débrouillait bien, donc il m'a tapé à l'œil tout de suite. Bonne condition physique. Il n'a pas tapé, à plusieurs personnes il a tapé à l'œil en fait, parce qu'il avait cet esprit de compétition et face à un mec chevronné, j'ai dit putain quand même. Et donc c'est pour ça, j'ai hésité, j'en ai choisi 4 parce qu'à la base j'avais pris Morgan. Il y avait Morgan Charrière, il y avait Elias Giroun, j'ai pris Alioun et Jorik. Et après Benoît, donc là j'ai pensé je ne peux pas louper cette chance. Et ce qui est marrant dans cette histoire, en fait, dans cette rencontre, c'est que j'ai un bon ami qui s'appelle Karim, un prof de jiu-jitsu à Nice, qui m'avait contacté
par l'intermédiaire de Christophe Savoca, son coach. Il m'a dit, parce qu'ils sont amis, Christophe Savoca, il avait parlé à Karim, pour que Karim me parle par rapport à Benoît. Sauf que moi, j'avais oublié, en fait. Il faut organiser tout. Mais je me rappelais qu'il venait de Bayonne. Ça m'avait marqué. Et en fait, quand j'ai choisi Benoît, j'ai pas choisi Benoît par rapport à ce qu'il m'avait dit, en fait, parce que j'avais oublié ce qu'il m'avait dit. Okay, donc mais après, quand j'ai vu Bayonne, j'ai dit, mais alors c'est lui. Okay. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, c'est un phénomène au sol, je pense que tu devrais faire quelque chose avec lui et tout. J'ai dit, ok, Karim, pas de problème. Bon, j'ai zappé complètement son truc. Et après, quand j'ai choisi Benoît, j'ai dit, ah ouais, ben, c'était lui, en fait. Donc ça devait se faire en fait. C'était la destinée. Voilà, c'était la destinée, donc incroyable quoi. Donc je choisis Benoît, il revient 6 mois après, je crois, c'est ça? Ouais, en fait, du coup, je fais ces sélections en septembre. Moi, j'avais encore j'étais encore opérateur au sein des forces spéciales, donc tu pouvais pas t'entraîner plus de 2 fois par semaine en faisant ce taf-là, hein, parce que c'est un taf qui demande aussi beaucoup d'entraînement et des qualités dans d'autres domaines. Contrairement à ce que les gens s'imaginent, en fait, tu fais pas la guerre à main nue de nuit en mode split à sel. En fait, tu fais la guerre avec un fusil. Donc, il vaut mieux savoir taper quelqu'un à 800 mètres avec un fusil que de se taper au corps à corps quand t'es FS, parce que tu fais la guerre avec le fusil, quoi. Et le mec en face aussi. Donc, en général, tu lui cours pas après avec une épée ou avec une paire de mitaines, quoi. Et du coup, en fait, il me restait beaucoup de permissions parce que quand tu es force spéciale, tu fais beaucoup d'opérations extérieures. Donc souvent, tu as des permissions que tu ne peux jamais utiliser. Et il me restait janvier et février de permissions. Et donc du coup, dès janvier, je suis arrivé avec Daniel. Et au bout d'1 mois ou 3 semaines, je ne sais plus, d'entraînement ensemble, et il m'a fait faire mon premier combat pro, qui était le Lions FC. Donc j'étais encore FS. Et on a enchaîné 1 mois après avec mon deuxième combat pro, en étant encore militaire. Et 3-4 jours après mon deuxième combat pro, mon contrat se terminait. Mais j'avais posé il me restait une 60aine de jours de permission. J'avais tout posé tout janvier, tout février, pour pouvoir commencer déjà à m'entraîner sur la fin de mon contrat. Et ça me permettait en plus de me mettre une assurance dans le sens, ok, je vais voir comment je me débrouille. Et ça allait super vite parce qu'après on a enchaîné, on a fait 6 combats en 11 mois. Avec 6 victoires avant la limite. Guillaume, un sacré manager. Parce que, avec beaucoup de chance avec Guillaume. Guillaume, c'était la clé, en fait, c'était la clé pour que l'équipe marche, parce qu'il faut trouver des combats. Ils avaient tout en main, l'entraînement, tout, mais il fallait trouver des combats. Et Guillaume, il enchaînait énormément. Mais c'est ce que j'allais dire. Et du coup, vous avez su, c'est ce que tu disais par rapport au fait que tu as vu que même s'il n'avait aucune expérience pro, il arrivait à faire jeu égal. C'est parce que du coup, tu avais vu qu'il avait entre guillemets déjà ce qu'il fallait pour être mis dans le grand bain même s'il n'avait pas l'expérience. Et en gros du coup vous vous êtes dit avec Guillaume Pelletier du coup du management de la BTT, ok, on peut envoyer la sauce, de toute façon non seulement il encaissera, mais il sera capable de remporter tout ce qu'on va mettre sur son chemin. En fait non, c'est dur à dire parce que tant que tu n'as pas été dans la cage, tu ne sais pas comment il peut réagir. Parce qu'il y a l'entraînement, c'est une chose, mais le combat c'est autre chose. Et en fait, je me rappelle de son premier combat au Lion FC, il y a eu je pense qu'il y avait une petite magouille de poids, le gars était gigantesque. J'avais même été choqué, je crois que c'était le combattant de Jorik. On n'est jamais, en fait, on l'a jamais vu à la pesée. Ouais, donc ils avaient filmé la pesée. Donc là, on a toujours un doute. Sauf qu'on ne voyait pas sa tête, on voyait que les pieds. Sauf que le mec faisait 2 mètres et les pieds, c'est ridicule. D'accord, méga douille quoi. Et Benoît l'a soumis. Mais le pire, en fait, c'était son deuxième combat. Parce que là, c'était un test. C'était vraiment un combat super dur. Il avait pris un gars qui avait 4-0. D'ailleurs, le mec maintenant est à 8-1, 2 victoires de suite au KSW. Donc une victoire en 84, une victoire en 77, et c'est un ancien lutteur olympique, donc un mec super fort. Comment il s'appelle? Arthur Cespagnac. Ok. Tu le trouveras, il a soumis notamment Walter Garadze il n'y a pas longtemps. Donc ouais, un mec solide qui je pense va faire peut-être carrière, va peut-être finir l'UFC un jour. Et ça a été mon combat, hormis Élisée, je pense que ça a été mon combat le plus dur. Okay. Parce que c'est le seul où je suis allé au 3e round, hormis celui avec Élisée. Et je l'ai soumis au 3e round, mais non, c'était un combat, ce combat il était déterminant parce qu'en fait c'est là que j'ai vu que Benoît il avait un mental d'acier. Parce que Benoît il a dominé, mais il s'est retrouvé dans des phases où le gars était dans la garde, lui envoyait des coups de coude, il était au vert et tout. Ouais. Il n'a pas lâché. Et en plus, il était dans le territoire du gars, quoi. Et donc, il était dans un terrain hostile, il n'a pas lâché. Il y avait sa famille qui était là. Il y avait quand même une sacrée pression dans ce fight. Et il a été jusqu'au bout, quoi. Il a réussi à le soumettre au 3e. Il ne lâchait pas, le gars. Très dur. Parce qu'il avait pris des positions incroyables, mais il ne lâchait pas, le gars. Et il a réussi à le soumettre. Et j'avais même parlé à Christophe. J'ai dit, là, ce combat, il a montré vraiment qu'il en avait dans les tripes. Je pense qu'on va aller loin, quoi. Et du coup, pour toi, Benoît, ça vient d'où ça? Parce que ce soit le combat contre Dos Santos, que ce soit celui-là dont vous parlez, ça vient d'où le fait que c'est hors de question que tu abandonnes en fait?
Bah, ouais, ça, je pense, c'est un état d'esprit, mais euh, en fait, moi, je vis selon ma philosophie. J'ai beaucoup de chance parce que je me permets de vivre selon ma philosophie. Et ma philosophie, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à vivre ça, mais il faut le réfléchir de manière à le faire intelligemment, c'est-à-dire vivre sa vie en tant que guerrier. Donc, en fait, acquérir des compétences qui te permettent de gagner ta vie en étant combattant, que ce soit en ayant un fusil à la main ou en ayant une paire de mitaines. Et bah, je l'ai fait pendant 5 années dans, je pense, ce qui se fait de mieux en France, armée. Et maintenant, je le fais voilà, à main nue avec une paire de mitaines. De un, parce que c'est une aventure qui est plus autonome, plus indépendante. Donc là où j'étais dans l'armée, malheureusement, euh, le chemin est très long et très fastidieux pour monter en grade et pour avoir des responsabilités plus importantes. Et ça prend beaucoup de temps et tu es dépendant de beaucoup d'éléments extérieurs. Là, pour le coup, c'est toi qui choisis ton entourage. C'est-à-dire les gens avec qui tu vas travailler, donc ton head coach, ton préparateur physique, ton coach de lutte, ton coach de sol, ton préparateur mental, enfin tout ce qui va rentrer en compte. C'est toi un peu qui va sélectionner ces gens, travailler avec eux, avoir plus ou moins un bon feeling. Euh, et en fonction, bah, tu vas alors, une fois que tu as confiance en quelqu'un, tu vas lui donner le meilleur de toi-même. Et pour lui, donc du coup, c'est une bonne expérience aussi. Et bah, moi, ça me permet de. Voilà, maintenant, financièrement, je vis ma vie avec le MMA. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas en étant à l'UFC que j'en suis pas encore à un stade. Peut-être un jour, je l'espère, peut-être qu'un jour j'aurai du succès au point d'être à l'abri financièrement. Mais maintenant, j'en vis, on va dire bien, mais je suis loin de me mettre à l'abri avec le MMA. Il va falloir continuer à performer. Mais en tout cas, voilà, je vis un peu mon rêve, quoi. Et voilà, c'est un peu vivre la philosophie. Quand j'étais gamin, en fait, quand j'étais gosse, je lisais beaucoup les bouquins de chevaliers, les récits comme ça, et je me suis dit, bah, tiens, moi, je sais que c'est un peu utopique, mais ce type de vie avec des valeurs fortes, bah, c'est un style de vie qui me plairait, et un style de vie qui me rendrait fier. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, c'est un style de vie que j'arrive en partie à réaliser. Donc bah, voilà, c'est une fierté. Et pour le faire, il faut être bien entouré, il faut s'entraîner dur et comme je disais tout à l'heure, dur et avec beaucoup de réflexion et d'intelligence. Ok, donc en gros, tu savais depuis le début que de toute façon que tu voulais être un guerrier quel que soit le domaine, Oui. et c'est que de toute façon, ouais, Oui, oui, c'est en toi, quoi. exactement. Et en fait, moi, quand je rentre dans la cage, mon état d'esprit, euh, pour ce qui est d'être fini, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une interview, je crois que c'était Jameside, le nom du média. En fait, à l'entraînement, il faut être intelligent. Des fois, comme dit Daniel, les entraînements où les mecs qui se mettent des KO à répétition et tout, ça sert à rien en fait. C'est-à-dire que les mecs ils perdent des neurones, des années de vie pour rien. En fait, il n'y a personne qui va te donner un billet pour ça en fait. Ouais. Déjà de un. Et sans parler de l'argent, c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour ta famille, c'est bon pour rien du tout. Donc, moi, ce qui m'a permis de faire aussi la guerre comme je l'ai faite contre Dos Santos, c'est qu'à l'entraînement, des fois c'est dur, des fois il y a du physique, des fois on prend quelques coups, mais la manière que Daniel a d'aborder les entraînements et de mettre en place l'intensité fait que ça reste quand même sur des laps de temps assez courts et sur certaines phases seulement. Et donc, les combattants sont quand même au niveau des neurones sont quand même plutôt préservés. Euh, des combattants pros qu'il a coachés, j'ai pas souvenir de me rappeler d'un KO à l'entraînement. Ça arrivait à certains amateurs qui tournaient avec des pros, parce que des fois justement avec le manque d'expérience, ils se chauffent et ils vont mettre un rythme qui tu peux pas tout contrôler non plus. Mais entre pros, quand ça tourne intelligemment, des fois ça tourne dur, mais il n'y a jamais eu de KO ou il n'y a jamais eu de gros KO, volonté d'être voilà, malveillant. Ouais. exactement. Et donc et pourtant ça n'empêche pas qu'on ait une team qui travaille très dur. Bah, le
Là-dessus, il peut y avoir le témoignage de beaucoup de fighters qui sont passés. Récemment, on a eu la team de Lyon avec Fares, Mathias Poiron, tout ça. On a eu Mickaël Lebout qui s'entraîne régulièrement avec nous. Et ils vont tous vous dire que les entraînements de Daniel, c'est des entraînements très durs. Mais ils vont aussi vous dire que c'est pas forcément les entraînements où ils ont pris le plus de coups. Mais justement, ça, tu as fait les États-Unis, tu as fait le Brésil. Bah déjà, quelle est la philosophie que tu as par rapport à ça? C'est-à-dire de quand même mettre les combattants dans le dur parce qu'il faut les entraîner comme il faut, mais sans non plus vouloir leur exploser la tête, comme ça a été le cas il y a peut-être 20 ans dans pas mal de gyms en MMA. En fait, c'est l'expérience. Hein. Quand j'ai commencé au Brésil, c'était hyper violent, même aux États-Unis, même dans la team de Dan. Hein. Il y avait énormément de chaos. Même moi, je mettais en place des sparring à l'époque, je me rappelle, assez violents au Brésil. On faisait un sparring par semaine, mais dur, quoi. C'est vrai que des fois, ça allait même au chaos. En fait, on apprend avec le temps. Hein. En fait, c'est un laboratoire. C'est-à-dire que tu vois qu'avec le temps, ça ne sert à rien. Et on voit des grosses teams américaines qui continuent, mais qui commencent quand même à changer. Même, je crois que McGregor, il en parlait de ça, des entraînements un peu plus light. Pas plus light, mais je veux dire, avec moins de contact. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est le combat. Je veux dire, mettre KO à l'entraînement, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il faut arriver frais au combat, sans douleur, préparé physiquement, mentalement, techniquement. Quand tu as pris des KO, c'est pas bon. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'entraînais Anderson Silva, il allait combattre, c'était son retour contre Nick Diaz au MGM à Las Vegas. 2 semaines avant le combat, on fait un sparring avec, il y avait, comment il s'appelle, Rountree. Khalid Rountree qui s'entraînait avec nous. Il fait un sparring avec Anderson. Et 2 semaines avant, il envoie un coup de poing retourné. Il met KO Anderson. Il a mis KO, KO, avec des gros gants, gros casque. Anderson fait l'ascenseur, il tombe KO. Super fort, Khalil. Il tape très fort. Et il tombe, il fait. Après, on est là, on est tous là, on fait. Parce que psychologiquement, après, c'est dur. C'est-à-dire que tu te prends un KO 2 semaines avant. Il n'y a pas que déjà le KO, c'est pas bon. Et en plus, là, il reprend après une fracture du tibia. Il doit combattre Nick Diaz et il vient de prendre un KO. Donc c'était, voilà, exactement. Pour la confiance, c'était assez compliqué à gérer. Après, on a été lui parler, ça s'est bien passé. Mais c'est pour vous dire, ça arrive vite. Donc il faut faire très attention. À la Black House aux États-Unis, les sparring du vendredi étaient très violents. Okay. Et avec le temps, je me suis dit non, c'est pas possible. Déjà, on voit, ça va blesser les combattants, ça inhibe les combattants. Quand vous faites un sparring et vous tapez fort, vous n'arrivez pas à exprimer votre technique en fait. Donc en fait, voilà, tu n'apprends rien. Puisque tu es sur la défensive, tu montes la garde, tu te protèges, tu envoies un coup de temps en temps, donc en fait, tu ne travailles pas. C'est pour ça que nous, on travaille aussi avec les gants de MMA amateurs, ça évite aussi d'envoyer des trop gros impacts. De temps en temps, on appuie un petit peu, mais toujours sur des courtes durées, justement. Comme tu n'es pas avec les gros gants, tu sais que tu vas y aller plus à la vitesse, tu vas contrôler un peu plus que mais j'ai évolué. Les 16 roches, quoi. En fait, il faut évoluer dans ces entraînements. En fait, rien n'est figé. C'est pour ça que, voilà, il y a aussi le feeling, quoi. Et c'est pour ça que Benoît, les gens ont été choqués de son combat. J'avoue que c'était assez dur. Moi, je pensais que l'arbitre allait arrêter contre Elisée Dos Santos. Mais Benoît avait la capacité d'aller plus loin parce qu'en fait, il est préservé à l'entraînement. Je veux dire, il ne prend pas des KO. Parce que là, on voit ça à la télé, tout le monde voit, oh, c'est incroyable. Mais des fois, à l'entraînement, il y a des sacrés KO. J'ai vu des trucs incroyables. Donc c'est pour ça qu'il a pu résister au maximum en fait. Et ça du coup, de ton point de vue et du tien Daniel, ce combat contre Zaleski Dos Santos, comment est-ce que vous l'avez vécu? Genre toi Benoît, du coup, qu'est-ce que tu te disais pendant le combat? Et ensuite on verra du coup avec toi Daniel, comment tu l'as vu en tant qu'entraîneur? Bah moi en fait j'étais convaincu de prendre le premier round. Honnêtement, j'étais pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui me... Après avoir même revu le combat, pour moi, je prends le premier round parce que je mets un peu plus de pression. C'était un peu serré, le pied-point était serré au premier round. Il y avait quelques impacts plus nets, mais comme il y avait pas mal de temps de contrôle contre la cage et des takedowns, et que c'est moi qui poussais l'agression. Voilà, je pensais vraiment prendre le premier, mais j'étais extrêmement frustré parce que c'était la première fois que j'avais un mec en face qui me résistait en fait. C'est-à-dire que j'ai été habitué à tout le temps rouler sur la concurrence. Même Arthur, qui était un combat super dur, il y avait quand même des phases où je sentais que je le roulais dessus. Là, je sentais que c'était serré tout le temps en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase où je me sentais ultra dominant en fait. Il n'y a pas eu un moment donné où je lui prends le dos et je lui mets la misère. Il y a eu quelques phases où je lui mets des coups nets, mais boum, il répliquait, il mettait un coup net aussi. C'était vraiment un peu du à toi, à moi, ce premier round. Et ça m'a frustré.
Et je me suis emballé au deuxième. Je suis rentré un peu type karaté sur des combinaisons en 2-3 coups en ligne parce qu'il se déplaçait bien. Pas beaucoup, mais suffisamment pour juste se mettre en distance et se placer et contrer. Et il m'a contré plusieurs fois et moi j'ai retourné parce que à l'orgueil en fait. Et ça, je pense que c'est un truc, souvent les premiers combattants, quand on n'a pas été touché très dur, c'est un truc qui est récurrent. On l'a vu d'ailleurs dans le combat Khamzat contre Burns. Ouais. Khamzat, il se fait presque KOT par Burns à la fin du deuxième. Il les retourne tout de suite. Ouais. Il retourne à la bagarre, il se refait et là il se prend un vrai down, un vrai ascenseur. Il arrive à gagner ce combat malgré tout. Mais on a vu que peut-être que ça c'est un truc qui après c'est plus posé au troisième round. Et c'est un truc peut-être c'est peut-être une erreur qu'il ne refera pas. Donc, Ouais. c'est Il faut l'avoir vécu, cette exactement. piqûre à l'orgueil. Ouais, exactement, cette piqûre à l'orgueil pour se dire, ok, en fait, non, il faut juste que je prenne mon temps. Ok, j'accepte que pendant 10 secondes, il m'a bien dominé, il a marqué des points. Mais j'aurais dû faire 3 rounds comme le premier, en fait. C'est-à-dire tactique, je me suis déplacé, les kicks, de temps en temps le coller contre la cage, takedown. Et je me suis emballé. Donc, du coup, à un moment donné, il m'a bien touché. Après, je pense que j'ai de la chance, hein, je l'explique pas, c'est qu'à aucun moment donné j'ai fait l'ascenseur où j'avais une vraie perte de connaissance, j'ai juste senti que j'avais au niveau des jambes et du haut du corps, pas la... En fait, je sentais que mes appuis, j'avais du mal à bien m'ancrer au sol, que je pense qu'il m'avait touché une partie du cerveau qui est responsable de l'équilibre. D'ailleurs, on voit mes jambes, elles font très vite fait, on voit que ça perd un peu les appuis, ça revient. Mais en fait, les jambes étaient toujours. L'appui n'était pas parfait en fait. Il n'était pas comme d'habitude. Je sentais que c'était pas parfait. Solide. Et... Voilà, c'était pas ultra stable. Et donc là, j'ai juste écouté l'arbitre. En fait, là, j'ai essayé de. Dès qu'il laissait de l'espace, en fait, quand l'arbitre me demandait de travailler, je travaillais. Et le reste du temps, je me protégeais. Et c'est ça qui a fait que, avec les commentateurs, si on regarde ce combat sans son, ou juste en écoutant les commandes de l'arbitre, on comprend pourquoi il n'arrête pas. Parce qu'à chaque fois qu'il me demande Benoît, you have to work ou truc, et ben soit j'envoyais une combinaison, soit j'essayais de la gripper, soit je me déplaçais en fait. Donc j'écoutais l'arbitre et je levais les mains. Et c'est ce qui a fait que l'arbitre n'a pas arrêté le combat. Et après, par contre, oui, voilà, dans ma tête, moi, c'est hors de question de lui laisser l'opportunité de. En fait, voilà, dans ma mentalité, c'est on peut pas me terminer. Le mec, il faudra s'il me bat, il me battra à la décision, ou alors, sauf si bien sûr les deux artères fémorales sont fermées et que voilà, il n'y a plus de sang qui part au cerveau et extinction des feux ou bras cassés ou KO net, ben, il faudra les mecs qui savent, ils sont prévenus maintenant qu'avec moi, c'est géré jusqu'au bout parce que je ne prends pas ça que dans le côté sportif, je mets aussi ma fierté en jeu dans la cage donc j'ai toujours tout donné, en tout cas donné mon cœur et toutes mes intentions dans la cage, quoi qu'il arrive. Et voilà, donc ce deuxième round, il passe. Et après, au troisième, j'ai senti qu'il était cramé. Mais par contre, là où il était fort, c'est qu'il était fort physiquement. Là, j'ai vraiment senti la différence de poids. Je l'avais déjà senti, par exemple, contre un mec comme Khamzat en sparring. C'est un des rares mecs avec qui j'avais senti ça. Quand je dis un des rares mecs, j'ai déjà senti ça avec des mecs plus lourds. Mais je veux dire, c'est un des rares welterweight où j'ai senti, ah ouais, il y a une différence de poids. Qui m'a fait. De toute manière, on le savait, même avant ce combat, on en avait parlé avec Daniel, ça faisait longtemps qu'on voulait aller en lightweight. Déjà, au Brave, on voulait y aller. Ouais, t'étais entre les sauf deux, que Amin Ayoub était champion au Brave. Donc, Ami à moi, on a un ami commun aussi qui est notre manager à tous les deux, c'est Guillaume Pelletier. Donc, en fait, je ne pouvais pas aller chercher la ceinture au Brave. C'est pour ça qu'on insistait dans les super lightweight. Et on se disait, le niveau fait que je peux me permettre de rester en 74. Parce que je cote à peine, mais c'est déjà plus intéressant pour moi que 77. Ouais. Et j'affronte pas Amin. Il garde sa ceinture là et nous on voulait absolument essayer de choper la ceinture à Eldar Eldarov. Et parce que c'est un nom ronflant du MMA dans le Moyen-Orient. Et du coup, pour avoir l'opportunité d'aller à l'UFC, on a proposé 2 divisions. Guillaume, il a toujours insisté sur les 2 divisions. Et même le fait d'avoir fait mes 4 combats avant celui-ci dans le super lightweight, j'étais quand même classé uniquement dans les welterweight sur Tapology, Fight Matrix, etc. Donc j'étais premier européen à cette époque-là. Et après, une fois que tu es dans les listes, tu connais, hein, une fois que tu es dans les grosses orgas, tu sors du classement. Mais j'étais premier européen, donc à un moment donné, on a eu cet appel
il y avait eu plusieurs refus de suite pour Élisée et il cherchait un combattant pour lui. Et pour lui, c'était aussi l'occasion de prendre la revanche sur une des meilleures performances que j'avais fait, c'est Luan Santiago, qui est du même club et un sparring partner à lui. Oh, ok, ouais. Et donc voilà, donc ça s'est fait. C'était un peu la revanche Curitiba contre Paris. Et en plus, son manager, le manager d'Élisée, c'est avec un gars que j'ai travaillé à l'Ultimate Fighter. Oh, c'est le manager de Joanna. C'est Thiago. D'accord. C'est tous, c'est incroyable. Et du coup, toi, Daniel, ce combat, effectivement, ça avait l'air super dur de l'extérieur pour les spectateurs. C'était hardcore parce qu'il prenait beaucoup de coups. C'était dur. Toi, en tant qu'entraîneur, quand tu vois, il est dans la guerre, Benoît, qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce qui te passe par la tête en fait dans ces moments-là? Bon, honnêtement, il faut comprendre, parce que moi j'ai pas mal morflé sur les réseaux, mais c'est pas grave, hein. Ça fait partie du jeu. J'étais déjà avec Dan quand il avait combattu Shogun, là, le premier combat, là, quand ils sont pendant 25 minutes. Ce qui fait que dans ma carrière de coach, je suis passé par des combats incroyables. Donc, j'ai pas le même ressenti que les téléspectateurs, en fait. Bien sûr, je suis dedans, c'est mon combattant, je le connais. Je sais qu'il a passé une phase. Parce qu'il faut savoir que la stratégie, je savais qu'il allait prendre des coups dans le combat. Parce que le gars était vraiment très fort. Mais l'idée, c'était qu'il soit toujours en mouvement. Je connais Benoît est bagarreur. Dès que tu commences à toucher, il rentre. Je savais qu'à un moment, ça allait se passer. Sauf que là, ça ne s'arrêtait plus. Il a pris un coup, ça l'a énervé. J'ai senti, il y a bagarre. J'ai dit, bon, là, maintenant, ça va être compliqué. Il a résisté. C'est vrai que c'était assez violent. Je pensais que l'arbitre allait arrêter. Okay. Sauf que à chaque fois que je sentais que l'arbitre allait arrêter, Benoît bougeait un peu. Donc, il a hésité. Je pense qu'un autre arbitre l'aura sûrement arrêté, mais lui, bon, ce jour-là, il n'a pas arrêté. Ouais. Et tant mieux, c'est ce qu'a fait connaître Benoît, quelque part. Il faut savoir que même si on me dit, ouais, il fallait jeter l'éponge, déjà, jamais c'est venu une seconde dans ma tête. Jamais. Déjà, Benoît ne me l'aurait jamais pardonné, mais en plus, de toute façon, je ne l'aurais jamais fait. Et comme je dis aux gens, déjà, je n'avais pas d'éponge sur moi. Déjà, donc, c'était compliqué. Bon, je rigole là-dessus, mais ce que je veux dire par là, quand on regarde le troisième round, il ne prend pas de coup. En fait, s'il avait été arrêté, ça aurait rien changé en fait. Est-ce que c'est par rapport aussi au fait que, comme du coup tu parlais du fait qu'en sparring, tu essaies de limiter au maximum les impacts vraiment significatifs, est-ce que c'est ça aussi qui te passe par la tête dans le sens, tu sais qu'à l'entraînement, tu leur fais pas non plus subir à tes élèves des chocs répétés qui fait que c'est ça qui donnerait surtout des problèmes neurodégénératifs à la fin. Et du coup, tu te dis, dans un combat, pour toi, tu vois ça différemment parce que tu les, entre guillemets, sauves de ces dommages-là pour, entre guillemets, que dans le combat, ils puissent donner tout ce qu'ils ont? Exactement, parce qu'en fait, l'entraînement, ça t'use. Hein. Prendre des coups, faire des sparring 2-3 fois par semaine. Moi, j'ai vu des combattants, à force de prendre des coups, tu vois, même quand ils parlent, ils changent avec le temps. Et c'est l'entraînement. Mais bien sûr, mais c'est l'entraînement. Parce qu'en fait, des combats de MMA, il y en a quoi? Un combat tous les 3-4 mois. Ça fait 7 mois qu'il n'a pas combattu. Et il a eu le temps de récupérer. C'est vrai que ça paraît hardcore, mais ça fait partie du jeu. Il y a 15 minutes, il vient de signer à l'UFC. C'est hors de question que Benoît lâche. Hein. Est-ce que pour toi... Et aussi là-dessus, moi, la seule séance, même après ce combat-là, j'avais pas mal à la tête. La seule fois où j'ai eu mal à la tête, c'est après une séance de sparring dur. Que d'anglaise, tout le monde avec le casque et les 16 os, sauf qu'on a dû faire 12 ou 15 rounds d'anglaise, comme des débiles. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, là c'est chaud. Parce qu'en fait, je crois que tout le monde prenait des Doliprane après cette séance. Donc je me suis dit, là en fait, je pense que cette séance-là, j'avais pris plus de... C'était pas avec moi ça, hein? Non, c'était pas avec toi. Moi, c'était au NR Fight, c'était une séance spéciale anglaise, avec il y avait pas mal de pros d'anglaise, donc des pros de l'INSEP. Et ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est compliqué. Voilà, en plus, ça sert à rien. Je veux dire, tu prends des migraines, techniquement, tu n'as pas progressé. Autant de rounds, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. À moins d'être vraiment. D'être de l'anglaise en pro. Si tu fais de l'anglaise. Mais là, ouais, je me suis dit, ouais, là, ils prennent beaucoup de coups, quoi. Et je comprends mieux pourquoi beaucoup de boxeurs d'anglaise peuvent avoir des problèmes plus tard. Parce que, en fait, l'entraînement, c'est dur aussi en anglaise. Ouais. Et tu n'as que les frappes, quoi, et tu n'as que le corps et la tête. Ouais. Donc ça limite pas mal le champ technique. Et aussi, le fait aussi, moi, là où j'aurais pu en vouloir à Daniel, c'est quand on voit la fin du deuxième round, s'il m'avait fait lâcher alors que je le touche avec un crochet, je vois, là c'est lui qui à son tour a ses pieds qui titubent légèrement, où je sens que ça l'avait touché net. Et derrière, je le mets au sol. En fait, la dernière minute du deuxième round, elle est pour moi. Si tu regardes que la dernière minute, c'est moi je lui mets le crochet dur et après je le mets au sol
et ça se finit quasiment comme ça. Et Le dernier round, il y a un point. C'est parce que les gens ils se sont focalisés que sur les 2 minutes. Je regarde le premier, moi je pense que Benoît le prend. Le deuxième, sans contestation. 18 pour lui, Eliseo. bien sûr. Le troisième, il y a un point de pénalité. C'est Eliseo qui prenait, mais comme il y a un point de pénalité, on peut donner un match nul. Il faut savoir que quand le combat était terminé, je connais tout le staff brésilien. Comme je t'ai dit, j'ai travaillé avec Thiago. Ils ne savaient pas s'ils avaient gagné. Ils doutaient. À cause du dernier round, à cause du dernier round. Ils doutaient. Ils me l'ont dit. Daniel. Par exemple, si les juges étaient un peu bizarres et plus pro-grappling, ça peut arriver. Me donner le premier et le troisième, par exemple. Parce que le troisième, au sol, je l'attaque un peu. Ou un draw, je sais pas. Et donc, même si dans ma tête, moi, je pensais perdre ce combat avec le point de pénalité. Je pensais le perdre d'1 point. Je pensais prendre le premier, perdre le deuxième 18 et perdre le troisième 19. Et à cause du point de pénalité, du coup, égalité au. Donc, j'étais convaincu de le perdre. C'est pour ça que j'avais une tête un peu surprise. Parce que c'est là que je me suis dit, je sais que j'étais encore lucide malgré le coup. C'est que j'écoutais attentivement l'ensemble et je me suis dit, putain, avec un peu de chat, peut-être ça peut faire un draw si vraiment les juges ils préfèrent le grappling que le. Et en fait, quand j'ai écouté, j'étais un peu dégoûté parce que même le premier round que j'étais convaincu d'avoir pris, c'était certes un round serré aussi. Hein, mais bon, cette soirée-là, d'ailleurs, ils avaient favorisé beaucoup les strikers. Il y avait eu un combat incroyable d'un Brésilien au sol qui a tenté je ne sais pas combien de soumissions, qui a pas mal contrôlé, mais qui était que légèrement dominé debout et qui a perdu par décision partagée. C'était un peu incompréhensible. Donc les juges, des fois aussi en MMA, c'est pour ça que moi j'aime pas donner la décision aux juges, à la main des juges. Et aussi comme ça, t'as pas de surprise. Hein. Et mon style aussi fait que t'as pas envie de lâcher parce que tu te dis, Benoît, comme j'ai ce côté bagarreur et finisher au sol, tu te dis, peut-être à les 2 dernières minutes, si l'autre vraiment il est cramasse et à un moment donné, Benoît il a un second souffle, il peut peut-être le finir, quoi. C'était un truc qui pouvait arriver et moi dans ma tête, c'est ce que je me suis dit. Sauf qu'il était vraiment, vraiment robuste et jusqu'à la fin, en fait, le dernier round, on a fait jeu égal. Physiquement, je veux dire, en termes de cardio, c'était encore dû à toi, à moi, quoi. J'ai pas réussi à lui rouler dessus comme j'avais pu le faire sur d'autres adversaires. Donc, en tout cas, ça a été une super expérience, ce combat-là. Et ça m'a donné goût parce que tu te dis, voilà, il y a de l'adversité, t'inquiète pas, il va y en avoir. Je sais que je suis servi pour les années à venir parce que même si là, il y a les catégories des 70, peut-être qu'un jour, j'arriverai plus à faire le poids. Bon, pour l'instant, ça a été très bien, mais j'en sais rien, peut-être qu'avec l'âge, dans 5-6 ans, peut-être que les welterweights, ça m'intéressera et on verra ce qui adviendra. Mais en tout cas, c'est un sport où il y a du challenge tout le temps. Même si tu es un champion dominant comme peut l'être Ngannou, je pense qu'il y a quand même des noms où il se dit il y a toujours des jeunes qui arrivent, qui ont faim et toute ta vie, tu auras des challenges, tu peux avoir des challenges incroyables. Mais c'est vrai que pour finir sur cet épisode, c'est vrai que moi je faisais partie, c'est vrai, de ceux qui disaient il fallait absolument arrêter le combat et c'était trop pour nous en tant que spectateurs parce qu'il y a le côté émotionnel aussi. C'était presque trop à encaisser et c'est vrai que je faisais partie de ceux qui disaient j'espérais qu'ils arrêtent le combat au second. Je sais, hein, c'est tout le monde. Et c'est vrai que du coup, c'est la question que je voulais te poser, Daniel. Moi, personnellement, c'est vrai que si je me souviens bien, le deuxième et le troisième, pour moi, ce qui avait fait la différence, c'était aussi l'impact de ses coups à lui, qui était, comme c'est un énorme welterweight, il était plus puissant, etc. Un bon puncher. Il est monstrueux. Non, mais il est super fort. Hein, ah oui, mais c'est un monstre. Il n'a pas combattu pour la ceinture parce que c'est un mec qui parle pas. Il me fait penser à Dan, c'est un ours, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il est connu pour avoir affronté que des monstres, etc. Et on regardait, moi je prends souvent Strickland comme référence parce qu'en fait, Strickland, là, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il est à 25-3. Et quand tu regardes ses seules défaites, c'est Ousmane par décision, Ponzinibbio par décision et par KO contre Eliseu. Ouais. Donc ça montre que et j'ai regardé le combat et il l'a tapé fort tout le temps, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est un monstre. Non, il est super dur. Ouais. Mais et justement, c'est la dernière question que j'avais par rapport à cet épisode-là, Daniel. C'est de toute façon pour toi, il abandonnera pas et du coup, c'était hors de question il t'en aurait trop voulu, c'était hors de question pour toi de le faire abandonner ou de jeter l'éponge même si tu n'en avais pas. Mais du point de vue émotionnel, c'est quelqu'un du coup que tu avais recruté et ça faisait partie des 4, mais finalement ça a été le 5e et vous avez développé une relation aussi à côté. Comment tu fais pour mettre ça à côté? Le fait que tu es en train de voir entre guillemets ton poulain, ton élève qui prend vraiment des gros dommages, qu'est-ce que ça te fait toi à ce moment-là? Il faut essayer d'être le plus froid possible parce qu'en fait... c'est aussi le rôle du coach. Si je commence à rentrer dans l'émotionnel, je ne peux pas le coacher. Hein. Il faut prendre du recul. Hein. Il faut savoir quand tu arrives à l'UFC, c'est pour ça que je disais souvent à Benoît, tu ne peux pas ramener n'importe qui dans le coin. Surtout le coin de l'UFC.
parce qu'il y a des milliers de personnes qui te regardent, je dirais même des millions, puisque ça passe dans plusieurs pays. Il faut vraiment prendre du recul et être expérimenté. Je dis pas que ça te fait pas mal, parce que tu vois ton poulain est en difficulté, mais je reste dans le côté sportif. Je me détache, je me détache de tout ce qui est sentiment. Je reste du côté sportif et voilà. Après, j'essaie de rebooster au deuxième pour aller au troisième et c'est tout. On est tous en combat là. Je veux dire, on est en mode guerre en fait. Ça paraît un peu, mais c'est le combat. Tu arrives dans la cage, c'est un sport qui est très dur. Des fois, il y a des combats qui se passent très bien, ça va très vite, et des fois, il y a des combats, c'est très compliqué. Je pense aussi le fait qu'à aucun moment donné j'ai fait des ascenseurs ou des vraies pertes de connaissances nettes, qu'en fait à chaque fois il y avait une main debout ou que j'encaissais mais que la tête elle revenait en face, etc. Je pense que ça a joué aussi ça en ma faveur vis-à-vis de l'arbitre, quoi, parce qu'il regardait, ah, il est encore là, et quand il demandait de l'activité, il y avait quand même une réponse. Et aussi les commentaires quand j'ai écouté à l'américaine, par exemple, rien qu'en français, je trouvais ça moins hardcore qu'avec Bodo et je ne me rappelle plus du nom du commentaire. Antoine Simon, c'est ça Antoine Simon, ouais. Je trouvais ça moins hardcore que les Américains. Les Américains, quand tu écoutais en anglais sur le Fight Pass, ah ouais, le truc c'était vraiment un film à l'américaine, quoi. Et moi j'ai reçu plein de messages du Brésil, hein, parce que bon, Brésil, ah oui, par contre les Brésiliens, eux, c'était. Ils ont tout ce qu'ils fait. Ouais, je veux dire, ils m'ont dit, on n'a jamais vu un combat comme ça. Mais oui, mais parce qu'en fait, il y en a plein, ils m'ont dit, des combats comme ça, on n'en voit plus souvent. À la Dan contre Shogun. Quand j'étais avec Dan contre Shogun, il a fait le combat du siècle, les deux sont partis à l'hôpital. Ils étaient sous perf après le combat, tu les vois, les deux ils se sont retrouvés à l'hosto. C'est vrai que c'était radical, bon, c'était des mecs chevronnés, mais il fallait voir le combat. Moi, ce combat, les mecs, ils avaient la tête tuméfiée, saignée, ils continuaient à se taper, c'était un truc… C'est vrai. Bah, je pense que c'est surtout le différentiel de puissance qui a été spectaculaire aussi. Oui, bon, c'est vrai qu'il y avait une différence de niveau. Pour un premier combat à l'UFC, c'était un peu radical, mais je pense pas qu'il va faire tout le temps. Hormis un bon crochet à un moment donné et quelques beaux high kicks qui est là où j'arrivais à les branler de temps en temps. C'est vrai que lui, il avait des contres très puissants, il était très bas sur les appuis et je pense que ça c'était sa force. Et au premier round, j'avais réussi justement un peu pas à l'annuler, mais à bien le maîtriser parce que j'étais bien tactique. Et donc voilà, en tout cas, ça a été beaucoup d'expérience ce combat, une remise en question. Et après, il faut de toute façon, on le savait, Benoît, on savait. Ouais. Moi, quand j'ai vu le gars, on m'a dit on prend Élysée, je l'ai regardé, j'ai dit ça va être chaud. J'ai dit honnêtement, c'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur les déplacements pour éviter justement la foudre. Sauf que Benoît, son esprit guerrier, dès qu'il est touché, veut se taper. Donc voilà, c'est parti. Là, après, il n'y a plus de contrôle. Hein. Tu regardes, tu essayes de parler, mais ça part dans tous les sens. Donc voilà quoi. Et du coup, par contraste, il y a cette performance-là, le deuxième combat que tu as fait à l'UFC. Voilà, par contre, masterclass totale. Est-ce que du coup, c'est en partie le fait que là, du coup, tu t'es plus discipliné pour aller dans le domaine où tu étais peut-être plus à l'aise? Est-ce que c'est aussi un changement de mentalité parce que du coup, tu savais que, tu voulais plus avoir de guerre et du coup, entre guillemets, assurer le coup? Comment est-ce que vous avez construit l'approche de ce combat-là et comment est-ce que vous l'avez vécu quand c'est arrivé? En fait, le premier combat, ce que j'ai pas su faire, c'est suivre la ligne directrice de A à Z. En fait, je pense que le premier round était bon et j'aurais dû faire 3 rounds comme le premier. Au final, peut-être que ça n'aurait même pas suffi à gagner, étant donné que les juges ont donné même le premier round à Élysée. Mais en tout cas, j'aurais peut-être pris moins de dégâts et le combat aurait été peut-être plus tactique et le débat serait peut-être pas le même. Après, voilà, contre Niklas, la stratégie, elle était assez simple. C'était de tester dans tous les domaines. Et si tu sens une faiblesse, insister dedans. Et ça, c'est un style un peu. Mon style, il est un peu comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de finish. C'est-à-dire que la fois où j'ai affronté un mec, un grappleur de niveau ADCC, Mario Saïd, je l'ai testé au sol, c'était solide. Quand je l'ai testé debout, en pied-point, au bout de 2 minutes, il n'y avait plus personne. Donc, du coup, j'ai insisté en pied-point. Et en réalité, j'ai 2 KO parce qu'il y a ce KO-là, il y avait aussi contre Ben Simon. Ben Simon, mais c'était du pancras en fait. Ben Simon, c'était du pancras, mais là, touché, il a été obligé de le soumettre. Plus violent que mon combat contre Élysée. Ben Simon, je ne sais pas si tu as vu ce combat-là. Il a pris beaucoup de coups. C'est que, en fait, tu sais, le problème du pancras, c'est que si le mec il n'est pas en train de baver, le combat continue. Donc en fait, il y a des combats. En fait, je l'ai touché.
le protège-dents, il l'a craché, il était à moitié en PLS et l'arbitre, en fait, il nous sépare pour donner le temps à Ben Simmons de se relever et remettre le protège-dents. Ah oui, d'accord. Et Ok. en fait, il se relève et là, je lui remets un overhand direct et il est à quatre pattes comme ça devant moi. Et je le monte à l'arbitre et l'arbitre, il me dit ça continue. Parce qu'en fait, comme tu n'as pas de frappe au sol, Ouais, ok, et, du coup. Ouais. donc du coup, moi, j'ai halluciné. Je trouve du coup que le pancras c'est encore plus violent que le MMA parce que ça veut dire qu'en fait, si le mec il tombe pas en PLS, Ouais, il considère sur le qu'il faut le coup, relever. en fait, ça reprendre le continue. combat. Donc du coup, bah, j'ai mis une Il a été guillotine obligé de le vite fait. soumettre. Ouais. Et, mais en réalité, sinon dans le palmarès, j'aurais deux TKO. Et, Ok. et donc bah, contre Niklas, bah, j'ai senti qu'il aimait pas ma lutte et ma pression, et donc j'ai insisté dessus. Et après, je continue à évoluer parce que je suis très très jeune dans les sports de combat en général et surtout dans le MMA, surtout en lutte. En fait, la lutte, ça fait que 6 mois. En fait, la lutte, je m'y suis mis vraiment avec un coach de lutte dans un club de lutte qui est l'US Créteil, et j'ai demandé à un mec de s'occuper de moi en plus. Ça c'était un manque de professionnalisme de ma part, j'ai mis un peu de temps à le faire, mais j'ai fait ça 2 mois avant le combat contre Élisée. Et déjà rien qu'en 2 mois, il m'avait fait faire pas mal de progrès. Et là, j'ai encore progressé en lutte, parce que vraiment, il n'avait pas de solution à mes takedowns. Et le sol, bah, c'est le sol à Christophe Savoca. Et les combinaisons qu'on a bossé avec Daniel, en fait, c'est des combinaisons simples et agressives qui font qu'il n'arrivait pas à me contrer. Sauf au début, parce que j'avais tellement de pression sur les épaules, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu rapidement avoir les mains dessus. Je suis tout de suite rentré, et c'est d'ailleurs le seul coup dur que je me prends du combat, c'est ce fameux coup de genou qui m'ouvre la pommette. Parce que je pense que là, pour le coup, je me suis un peu... En fait, c'est vrai que quand tu viens d'une défaite, tu as plus de pression sur les épaules, surtout quand tu viens d'arriver à l'UFC. On a beaucoup d'exemples en France, malheureusement, de combattants qui ont... Parce que l'UFC, ça reste la Ligue des Champions, donc même si c'est déjà... Daniel, il dit toujours, rentrer à l'UFC c'est dur, mais c'est encore plus dur d'y rester. Ah, bien sûr. Et on a beaucoup de Français, notamment dans ma caté de poids, là, Thibaut Gouti, Michael Lebou et Fares, qui ont fait un aller-retour plutôt rapide à l'UFC. Mehdi Bagdad aussi. Et qui ont Mehdi Bagdad et qui n'ont pas réussi à performer à leur meilleur niveau pour X raisons. Et je pense qu'une des raisons, c'est la pression médiatique et la pression que tu peux avoir à l'UFC. La chance que j'ai, bah maintenant là, ça m'a vraiment libéré d'un certain poids. Et en fait, ce poids-là, je l'ai ressenti les 2 premières minutes du fight jusqu'à avoir les mains dessus. Et quand je l'ai mis contre la cage, que j'ai senti mon grip autour de lui et la force, je me suis dit, ok, maintenant plus de conneries. T'as mangé un coup gratos. Là, c'est terminé. Et après, j'ai récité ma partie. Ouais, t'as déroulé. Ouais. Mais en fait, la stratégie, elle était simple. Hein. La stratégie, déjà, la cage, elle était petite. Hein. Déjà, Oui, c'est c'est une petite vrai, cage, ouais. donc ça favorise des combattants comme Benoît. Parce que nous, l'idée, c'était de le fatiguer, c'est-à-dire que mettre la main dessus, Anglaise, lutte. voilà, tranquillement le rapprocher, le mettre contre la cage et l'épuiser. C'est-à-dire qu'on savait qu'au deuxième, il allait lâcher, il n'allait pas. Et en fait, bon, Benoît, il s'est jeté. Mais bon, il faut savoir qu'aussi, c'est un bon contreur. C'est un bon contreur. Il l'avait déjà fait avec d'autres combattants. Et il y a quand même un gars en face. Je veux dire, l'autre aussi, il défend sa peau. Donc, il a eu un bon timing à rentrer le genou. Et ensuite, voilà, il a vraiment, il lui est passé dessus. Il a mis tellement la pression qu'après, on voit, d'ailleurs, il a fait le soumettre au premier round. Hein. Ouais. Et au deuxième, il arrive, il était déjà. Là, c'était beaucoup plus facile pour le mettre au sol. En fait, ces stratégies, c'était les stratégies qu'on mettait en place avec Dan Anderson. Ça, c'était les stratégies de lutteur. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui a une bonne lutte, bon, Dan, il n'allait pas trop au sol, mais lui, c'était une de ses stratégies. C'est ramener le gars contre la cage, l'épuiser, c'est-à-dire le fatiguer en faisant du cage control. Le gars n'a plus de bras et après, il caote. C'est-à-dire qu'après, quand le mec arrive au milieu de la cage, il tape tellement fort, voilà, même s'il est plus. il a plus de Si le force. mec il est fatigué, qu'il Ouais. se déplace plus, Voilà, donc il prend tous les coups. Dan, Donc c'était l'idée. Benoît, lui, comme il a cette facilité de soumettre. Parce qu'en fait, c'est pas tous les combattants qui arrivent à terminer les combats. Benoît, il a 100% de finish. C'est quand même incroyable. Ouais. Moi, je voyais des combattants comme Jacques Arret, il soumettait, mais pas autant que ça. Demian Maia soumettait énormément. Mais lui, par exemple, Charlie Dubronx, il y a des gars comme ça qui ont une facilité de soumettre. Et donc on a été dans là où le gars où le combattant est le moins bon, c'est-à-dire le sol. C'était un gars du K1, bon ça reste quand même même du s'il MMA, s'était jamais fait soumettre, mais on va dans le... C'était soi-disant, il avait un bon sol parce qu'il a 5 ou 6 soumissions quand même. Oui, il a pas mal de finish. Mais moi, de ce que j'ai vu à la vidéo, ce qu'on a dit, c'est qu'il a un bon sol, mais justement son sol, il est trop propre, trop bon pour me faire chier. Moi, j'aime beaucoup ce genre
si le mec est trop scolaire, en fait, il devient plus prévisible. Voilà, il devient plus prévisible. Ouais. Et en boxe, c'est pareil. Il y en a qui sont. Dan Anderson, par exemple, il n'était pas du tout scolaire. Et pourtant, il avait un bon timing, il mettait des KO. Ouais. Anderson Silva, hein, il n'était pas scolaire, il faisait des trucs incroyables. En fait, c'est du MMA, donc c'est pas de la boxe, c'est pas du. C'est pareil, c'est pas du grappling, exactement. Tu peux. Mais non, franchement, c'est. Par contre, une chose que j'essaye d'inculquer à Benoît, c'est pas de sous-estimer ses adversaires. Parce que, en fait, ce gars-là, c'était son dernier combat. Ouais. Il le savait, il fallait qu'il gagne. Il venait de 2 défaites, même s'il a un contrat de 4 combats. S'il perdait, surtout comme ça, c'était sûr qu'il allait danser. Donc il va tout mettre. Il a tout mis d'ailleurs. Il s'est entraîné, je crois, avec Cowboy. Il est resté à Las Vegas. Il est descendu de catégorie lui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut sous-estimer personne. Parce que le combat, on peut le perdre rapidement. Le coup qu'il a pris à la pommette, quand ils ont fait monter le docteur, on était un peu. C'était chaud quand même, parce que quand même c'était une sacrée ouverture. Bon, ça va que l'UFC il laisse, donc ça touche pas trop l'œil, donc ça passait. Mais c'est pour ça, il faut en fait, quand tu fais un combat, ne pas sous-estimer son adversaire et faire comme si c'était un championnat du monde. Comme ça te permet de rester concentré en fait, jusqu'au bout. Parce que sinon, si tu sous-estimes, tu vas y aller un petit peu, pas en mode guerre. Et c'est là que généralement tu arrives à des mauvaises surprises, quoi. Et je pense que ça passe par une bonne prépa. C'est-à-dire que moi, on n'a jamais sous-estimé une préparation. Par contre, je ne peux pas cacher qu'effectivement, quand j'ai affronté par exemple Arcaïs Ramos, il faut savoir que le seul mec que j'ai affronté qui avait moins de victoires que moi, pour l'instant dans ma carrière, c'est Arcaïs Ramos. C'est ça aussi qui m'a permis de monter aussi rapidement dans le classement. C'est que j'ai toujours affronté des mecs qui avaient des meilleurs palmarès que moi ou qui étaient mieux classés. Et quand j'ai affronté Arcaïs Ramos, qui était à 6-2 quand j'étais à 7-0, ou je sais plus, oui 7-0 je crois. Et j'étais un peu blasé, quoi. Et ça c'est le piège. Et ça c'est le piège. Mais je me suis concentré sur la prépa. Je me suis entraîné aussi dur que d'habitude. Mais effectivement, tu n'as pas la même excitation. Voilà, c'est un piège. l'IGE, j'étais plus excité que pour Niklas. Et l'IGE, c'était vraiment un combat qui m'excitait parce que c'était un challenge. Et vraiment, il y avait. Je me suis dit, putain, si je peux taper ce mec-là, c'est. Pour moi, en fait, il avait beaucoup d'estime à mes yeux parce que j'ai vu ses combats, son classement, je sais ce qu'il vaut. C'est du gros gibier. Voilà, exactement. Et surtout dans une catégorie de poids supérieure. Donc, quelque part, ça te gonfle, quoi. Tu te dis, putain, si j'arrive à taper un mec en faisant 7 kilos de moins, putain, c'est bon signe. Et donc, c'est grisant, mais au final, comme dit Daniel, il faut faire le même camp d'entraînement, quel que soit l'adversaire. Parce que tu peux te faire surprendre et ça reste un sport de combat, hein, c'est un sport de contact, donc tu n'es pas à l'abri d'une blessure. C'est les petits gants, quoi. C'est les mitaines, donc ça va vite. On l'a vu avec. Tu n'es pas à l'abri d'une solution. On a vu Glover, le combat de Glover qui dominait, une petite erreur technique, due à la fatigue. Hein, et voilà, quoi. Parce qu'en fait, le MMA, c'est quoi? Il faut être opportuniste, quoi. Une erreur, c'est vite arrivé, il y a tellement de techniques. Donc, et je connais, moi, le Benoît, comment il fonctionne. Je sais très bien que quand il prend un gars. Déjà, tu sens qu'il sait dans sa tête qu'il va rouler dessus. Moi, je lui prends la tête. Je lui dis, il faut s'entraîner là. C'est un combat dur. Quand il avait pris l'Espagnol, là, j'avais un peu peur. En plus, j'avais eu le Covid, je n'ai pas pu l'accompagner. Parce que c'est des combats pièges, ça. C'est tellement. Dans sa tête, il va se dire, je vais tellement lui rouler dessus que des fois, il peut justement. Tu te laisses aller. Voilà, c'est comme. Comment dire, c'est l'excès de confiance. À chaque fois, je prends l'exemple des ceux qui font de l'escalade qui oublient d'attacher leur corde. Il y en a, ils rigolent, mais ça arrive. Hein. C'est l'excès de confiance. C'est pareil en MMA, hein, dans tous les sports d'ailleurs. Hein. J'y vais avec facilité et je perds, quoi. Moi, ça m'est arrivé en tant que combattant de boxe thaï, donc c'est pour ça que je me rappelle. Donc, il faut toujours rester concentré en fait. Et là, pour le futur, tu disais je crois que c'était RMC, du coup, tu disais que ce camp-là, ça avait été un peu relou au niveau de l'organisation. Vous avez été à différents endroits. Est-ce que du coup, ça a été quelque chose qui vraiment était un problème pour vous et qui a amputé un peu votre préparation? Et si oui, du coup, comment est-ce que vous allez vous organiser à partir de maintenant si jamais vous voulez changer? Tu parles du camp, de ce dernier camp là ou... Ouais, le dernier camp là où du coup vous avez été obligé d'aller à Fitness Park et tout ça. Vas-y Benoît. Oui et non, en fait, c'est juste qu'on était installé au Venom Training Camp, on y est resté longtemps et 2 écuries entre guillemets concurrentes, elles ne peuvent pas vraiment cohabiter.
Donc c'était compliqué de partager des créneaux, surtout qu'au final je sais pas comment fonctionne leur arrangement, mais je crois que c'est le mécène de Lopez qui paye la salle ou Lopez qui paye la salle, je sais pas comment, qui paye le loyer. Mais du coup, on n'allait pas rester au Venom Training Camp. Du coup, on a eu de la chance parce qu'on a, on a un carnet d'adresses avec beaucoup d'amis et parmi eux, on a Mehdi Kouider qui est un ancien coach et combattant de Hobby Fight qui travaille au Fitness Park, qui nous a ouvert les portes avec l'équipe du Fitness Park où d'ailleurs s'entraîne de temps en temps la Hatch Academy. Et on est allé là-bas. Alors effectivement, qu'est-ce qui peut manquer là-bas? Des sacs pour faire des frappes au sol. C'est vrai que les infrastructures au Venom sont assez incroyables. Mais là-bas, il y a quand même une cage, des protections murales. On avait de quoi faire un bon camp. Donc on s'est débrouillé avec pour faire un bon camp, il n'y a pas besoin d'être 10 000 personnes. On le dit toujours, en fait, je pense que un mec comme Fares ou moi, on est la preuve vivante que tu peux performer sans faire partie d'une énorme team. Par contre, il te faut des sparring de qualité, des coachs de qualité. Et même s'il n'y a pas beaucoup de sparring, il va falloir quand même 2-3 mecs solides autour de ton poids pour te pousser. Et régulièrement, des mecs aussi en plus qui se rattachent à ça. Et puis voilà, des coachs de qualité. Donc avec Daniel Warin, Maxime de l'US Créteil, Maxime François et Fabien Béranguel qui est mon coach de prépa physique, Christophe Savoca et Thomas Loubersan qui s'occupe de mon sol. On a réussi à se débrouiller. J'ai la chance d'avoir Mathieu Leto, Joël Pontagnac comme sparring partner qui sont très solides et avec qui on s'entraîne depuis maintenant presque 3 ans ensemble. On avance ensemble comme ça. Et voilà, on suit les enseignements de Daniel. Il y a des mecs qui, comme c'est ouvert à tous les pros, régulièrement on a du turnover. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Daniel, il s'occupe de quelques gars. C'est sa passion et ça a toujours été son job jusqu'à présent. Il est concentré sur quelques mecs professionnellement. Et les autres autour, ils vont bénéficier de l'enseignement de Daniel en petit comité, parce qu'on n'est pas 150 000 dans la salle, donc c'est pour ça qu'ils viennent. Et en échange, ils donnent leur corps et leur cœur à l'entraînement avec nous. Et voilà, donc ça marche très bien comme ça. Oui, en fait l'idée, ça paraît... moi, je suis venu pour casser les codes, en fait. T'as pas besoin... Moi, j'ai travaillé dans les plus grandes gyms du monde, avec les plus grands combattants du monde. En fait, les gens ne comprennent pas. T'as pas besoin d'être dans la gym la plus moderne du monde pour performer. Ce qui est important déjà, c'est les combattants, le combattant lui-même, déjà. Tu peux former un gars dans un garage. C'est ce que tu disais, c'est ce qui était le cas au Brésil. Exactement, je veux dire, on s'entraînait, je veux dire, il n'y a aucun problème. Et moi, j'aime bien justement casser ces codes. Ce que je fais au Fitness Park, et à Subtac aussi, parce qu'en fait, on a 2 salles. Il y a Subtac aussi. Où vous étiez venu là où le centre de tir, où on peut y aller quand on veut. On fait 2 fois par semaine fitness et 2 fois par semaine Subtac. Et en fait, l'idée là-bas, c'est justement, comme c'est Vitry, c'est bien situé. Le problème qu'on avait à Rungis, c'est qu'on avait la belle salle, mais on n'avait pas autant de sparring, parce que c'est mal situé. D'ailleurs, c'est pour ça que la gym ne marchait pas trop, parce qu'en fait, c'est difficile d'accès, c'est dans une zone industrielle, donc c'est assez compliqué. Que Vitry, il y a le tramway qui passe devant, et ce qui fait que j'ai ouvert un peu à tout le monde, c'est-à-dire n'importe quel professionnel peut venir s'entraîner. Moi, je ne le gère pas, et je ne vais pas essayer de le prendre, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Moi, je m'occupe. Toi, ta philosophie, c'est ça, c'est d'avoir vraiment un noyau dur de quelques-uns. C'est tout. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les fighters. Ça fait 20 ans que je suis coach professionnel. Moi, honnêtement, dans ma carrière, je suis réalisé. Je le répète parce que j'aime bien le répéter, parce qu'il y en a qui oublient beaucoup. J'ai gagné 3 ceintures à l'UFC avec Anderson Silva et 2 au Strikeforce avec Dan et Tarek Safedi. Et pas que ça. Et donc, moi, je ne veux pas me prendre la tête. Je veux m'occuper. L'histoire de Benoît, ça m'a intéressé parce que je le prends de zéro. Je voulais arrêter le MMA, donc je prends un gars comme Benoît de zéro. Ah, tu voulais arrêter le MMA? Oui, je voulais arrêter. Moi, je suis rentré des États-Unis, j'en avais marre. J'avais fait le tour, j'étais fatigué mentalement. C'est très dur quand tu travailles avec des combattants de haut niveau. Et je me suis retrouvé en Ukraine à entraîner Sergei Pivak et Roman Dolich, qui sont à l'UFC d'ailleurs maintenant. Et après, j'ai eu cette proposition de Venom.
Mais donc c'est pour ça que je veux pas je veux pas d'une salle, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et en fait, un gars comme Benoît, on part de zéro en 2 ans et demi à l'UFC, franchement, c'était inespéré. Incroyable. Et voilà, on continue le délire. Moi, franchement, je m'éclate. Franchement, c'est du plaisir parce qu'on va voir jusqu'où on va comme ça. Et en fait, la salle à Vitry, justement au niveau de sa position géographique, c'est parfait parce que tout le monde vient s'entraîner. Il y en a plein, c'est ouvert à tout le monde et on a énormément de sparring en fait. Et Benoît, il arrive à faire un camp d'entraînement parfait. Il n'y a pas besoin de qualité. Il va faire du spécifique en lutte. De temps en temps, il fait du spécifique en anglaise aussi. En fait, il a tout ce qu'il faut. Hein. T'as pas besoin de beaucoup pour un camp. Moi, je suis tout le temps là. Benoît, il m'appelle. On est tout le temps en contact tous les jours. Je crois qu'il voit plus que son épouse. Même, ça et même le noyau dur, du coup, il se renforce parce que les gens qui adhèrent et qui apprécient, bah, en fait, ils ont envie quelque part de faire partie de l'aventure. Certains, donc il y en a quelques-uns maintenant qui carrément font des sacrifices pour venir à Paris pour nous rejoindre. Voilà. Et voilà, bah, s'ils s'entraînent dur avec nous au jour le jour, après, Daniel, il a un tel carnet d'adresse qu'au début, il peut leur trouver 2-3 failles. Oui, je leur trouve des failles. Et après, Guillaume, après, il les aiguille vers Guillaume et Guillaume fait son travail. Et voilà, et comme ça, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et ouais, c'est vrai que c'est un sport qui est tellement dur que si tu te prends trop la tête. Exactement, il faut vraiment prendre du plaisir. Hein. Et voilà. Et honnêtement, pour moi, le MMA, c'est pas toute ma vie. Hein. Moi, j'ai une vie de famille, j'aime bien avoir du temps libre. Je vais pas passer ma vie au MMA. Quoi. Ça fait, comme je dis, ça fait 20 ans que je fais ça. J'aime ça, mais c'est pas toute ma vie. Quoi. Voilà, quoi. On le fait sérieusement, mais il me faut absolument mon temps libre. Et si tu as beaucoup de combattants, tu commences à rentrer vraiment dans le dur. C'est ce qu'on t'expliquait avec les coachs, par exemple à la TT. Rien à redire, ils ont des top champions, ça marche aussi. Leur système, bien sûr que ça marche aussi. Hein. C'est plus notre système qui est expérimental que le leur. Hein. Leur système, ça fait ses preuves de. C'est vraiment une machine. Mais par contre, les coachs là-bas, ils. Ah non, merci. Daniel l'a vécu. C'est 3 semaines par mois, tu fais une fight week en fait. Parce que si tu coaches une semaine Masvidal, la semaine d'après Carnuto, la semaine d'après Tsarukian et la semaine d'après Shevchenko ou Johanna, là, Drasiak. Donc pas Shevchenko parce qu'elle ne fait pas partie de la TT, mais Johanna. Mais t'es en constant. Bah, en fait, t'es tout le temps là. Et en plus, si t'es un des coachs les plus reconnus. Ah, tu t'arrêtes pas. Et ben en fait, du coup, tous les top fighters te veulent. Donc peut-être, oui, tu peux prendre un petit billet. Mais c'est fatigant. C'est très fatigant. Moi, je l'ai vécu quand j'habitais au Brésil, quand j'ai commencé à entraîner les tops. Hein, ça a mis du temps, mais à un moment, c'était infernal, quoi. Sachant que le Brésil, c'est très loin. Quand tu allais combattre aux États-Unis, mais tu t'arrêtais plus. On allait au Japon. Je suis allé 3 fois au Japon. Du Brésil, c'est 24 heures de vol. En fait, tu es cramé. Ils t'appellent. En fait, tout le monde te veut, en fait. Il y a un moment, tu peux pas, je veux dire, déjà physiquement. Ouais, c'est ça. Quand j'étais à la Black House à Los Angeles, quand j'entraînais à Machida ou à Anderson, je pouvais plus entraîner personne. Il y avait plein de petits combattants qui me demandaient, même pour me payer. J'avais pas envie, j'étais déjà cramé. Même les pattes d'ours, tu avais Belfort, Rockhold, tous les mecs qui te demandaient, mais tu pouvais pas. Tu peux pas. Je veux dire, déjà, physiquement, les gars, c'est des Golgoth, ils tapent très fort. Et puis voilà, quoi. À un moment, tu peux pas. Je veux dire, il faut trouver un équilibre. Et c'est vrai que je voyais les coachs de la TT, je discutais avec eux, ils ont un salaire fixe. Les mecs, tous les week-ends, ils sont partis. Quoi. Parce qu'il n'y a pas que l'UFC. Il y a plein de shows, en fait. Ouais. Ils vont au Brave, ils vont à l'Octagone. Ils ont 2-3 combattants par catégorie de poids dans toutes les organes du top 10. PFL, One FC, UFC, Bellator, Brave, One FC. Et en fait, il n'y a pas autant de coachs que ça. Donc les gars, ils n'arrêtent jamais. Ouais. C'est quand même une vie... et après, vaut mieux être coach comme moi, ça me va. Coach comme Daniel. Ça me va. Parce que si tu fais, par exemple, il y a des mecs qui font que les pattes d'ours ou que les... Tu as différents types de coachs et tu as certains coachs, ils ramassent particulièrement, je pense. Ou les coachs qui font un peu les larbins, le mec qui se fait un peu défoncer à l'échauffement pour le flow, eux, je pense que ça doit être compliqué. Moi, j'avais entendu parler à l'ETT, je ne donnerai pas de nom, certains coachs se dopaient justement pour pouvoir tenir le rythme. J'avoue, j'avais pas pensé, mais ça ne m'étonne pas. Ah bah oui, mais il y a combien de combattants professionnels? Je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine. Tu fais comment? Ils vont pas prendre un coach. Là, Benoît, il est quelque part, les gars, ils sont privilégiés, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'en fait, je suis là pour eux, en fait. Ça n'existe pas quand tu es dans une grosse team. Quand j'étais chez Dan ou même les grosses teams américaines, même brésiliennes, il y a un volume de personnes, tu calcules que les tops. Hein. Les autres, c'est de la viande, quoi, tu vois. Tu peux pas t'en occuper.
Ouais. Tu peux pas te concentrer sur quelqu'un, tu te concentres sur celui qui te paye le mieux, en fait. Anderson, lui, il appelait son staff. C'est-à-dire que moi, en striking, il avait tous ses combattants, il faisait son camp lui-même. Parce qu'il avait les moyens financiers. Les autres n'ont pas les moyens, donc tu prends les miettes, débrouille-toi, essaye de performer. Dès que tu arrives à un niveau, peut-être tu vas intéresser quelqu'un, tu comprends? Mais c'est partout pareil. Il ne faut pas oublier qu'un gym où il y a beaucoup de combattants, généralement les résultats ne sont pas bons. Pourquoi? Parce que qualité et quantité, ça ne va pas ensemble, c'est pas possible. Les résultats globaux, en fait, il y a quelques mecs et quelques stars comme il dit où il va y avoir les accents, donc les mecs vont être très performants. Mais le reste. Les résultats globaux, par exemple, toi quand tu avais fait la Team Elite, tu étais sur 10 sur 11, un truc comme ça. Ouais, on avait les gros résultats. Pourquoi? Parce que comme il avait que 5 combattants, mais même avec 5 combattants, ça commençait à te je commençais à cramer parce que je faisais les cours commerciaux. Mais de chaque mec. Voilà, je faisais les cours commerciaux, je voyageais. Non, impossible. Il y a un moment, pendant les cours commerciaux, il s'occupait de nous techniquement. Il nous prenait. Donc on avait quand même, il s'occupait quand même de nous très très bien. D'ailleurs, avec Ilyes, il allait jusqu'à la PFL. Avec Alioune, tu as fait 2 ou 3 victoires. Avec il y a la seule. Morgan, je suis avec Morgan. Non, c'est pas une défaite. La seule non-victoire, c'est avec Morgan qui fait une égalité, un match nul contre un mec super dur qui est bien classé, je ne sais plus comment il s'appelle là. Un Suisse. Super fort, Kovalic ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, parce que justement, il avait du temps pour. Mais même là, à 5, il commençait à. On a commencé à voir parce qu'il commençait. Comme il y avait une régularité des combats, quasiment un week-end sur 2, voire des fois 3 sur 4, il commençait à. C'est pour ça que le boss de Venom a arrêté la Team Elite d'ailleurs. Parce que là c'était trop quoi, j'arrivais même pas à trouver. En fait, il pouvait plus vraiment assurer les cours commerciaux. J'arrivais plus quoi. Parce qu'il était sur. En fait. C'est là que tu vois que c'est un métier à plein temps en fait. Tu peux pas faire les deux. Je veux dire, c'est pas possible. Déjà physiquement en fait. Ouais, et puis si en plus tu étais cramé de toute façon de ta carrière aux States, c'est vrai que c'est. Non, c'était. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Quand tu entraînes des superstars, c'est pas la fête. C'est super. Franchement, je regrette pas ma vie. Honnêtement, moi je suis comblé. Une vie incroyable. J'ai fait le tour du monde, je kiffe. Même encore maintenant, j'arrive à kiffer quoi. Avec Benoît, on était à Las Vegas. Ça fait longtemps que j'avais pas été à Vegas. J'ai vu mes enfants là-bas. C'était super. En plus, s'il tape le mec, c'était super. On est allé au Cirque du Soleil. Après Cirque du Soleil. Vegas, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. Par contre, tu reviens, tu regardes ton compte en banque, ça fait mal. T'as plus perdu que gagné. En plus, ils te prennent 30%. Oh là là, ils t'allument. Là, tu regardes la prime. Ah ouais, merde. Je crois qu'il manque quelque chose. Putain, merde. Putain, Daniel, j'ai gagné. Elle est où la prime de victoire? Mais bon, tu kiffes ton moment. Tu kiffes ton moment, tu vois. Maintenant, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai 50 balais, donc tu vois, il y a un moment où voilà. Mais du coup, les gars, maintenant, donc là, tu as trouvé ta zone, tu as trouvé le rythme qu'il te faut pour toi, Daniel. Là, clairement, tu commences à rentrer dans ton prime aussi, Benoît. Maintenant, les gars, là, on va où là? Écoute, moi, honnêtement, ce qui serait positif, c'est qu'il y ait quelqu'un, un investisseur ou une gym, et non, ça serait pas mal ça. C'est ce que j'avais failli arriver aux États-Unis, ça s'est pas fait. Bon, le gars au dernier moment, il n'a pas voulu. Mais s'il y avait un investisseur qui ouvrait une gym et qui voulait vraiment créer un truc solide, une équipe en mode professionnel. Voilà, moi j'ai tous mes réseaux, on pourrait discuter, quoi, ça pourrait être intéressant. Mais oui, la suite après, clairement, moi je veux aller le plus loin possible. Cette KT, physiquement, je me sens vraiment très très bien parce que là, je n'étais pas du tout affecté par le cutting. En fait, c'était 2 kilos la veille, 2 kilos le lendemain matin. Bon, tu dors pas super bien la nuit. Et encore, là, on a combattu 24 heures. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu le même temps de récupération. Parce que d'habitude, tu combats le soir. On a combattu le matin. Le matin, on a combattu à 10h30, 11h. Donc, j'avais pas encore complètement remonté. Ah oui, c'était pas pareil. On avait peur un peu de ça. Il n'y a que la main carte qui a combattu début d'après-midi. On a combattu à 11h du matin. J'avais pas pensé à ça. Et à Singapour, tu sais à quelle heure ils ont combattu à Singapour, les premiers? Non. À 3h30, 4h du matin, je crois. Ah ouais, putain. C'est ce que nous avait dit le gars de l'UFC. Quand il sortait, à cause des droits pour la télé. Ouais, c'est ça. Ouais, pour être aux horaires. Donc il n'y avait que la main carte qui combattait genre vers midi, les autres tu combattais début de matinée. Donc c'était chaud, il fallait le timing, au niveau de la récupération, on avait un peu peur. Mais en tout cas, non, je me sens super bien. Et là, ça va être UFC Paris ou UFC Londres. J'attends de pouvoir confirmer. Et je pense que ça va être plus UFC Paris que Londres. Ça va dépendre de quoi du coup? Non, ça va dépendre des négociations, mais effectivement, je pense que l'UFC a plus d'intérêt quand même de me voir à l'UFC Paris. Et si c'est l'UFC Paris, de toute manière, nous, on sera super contents, on sera là.
Après, voilà, moi, il y a des noms, j'ai déjà des noms en tête parce que quand tu es à l'UFC, c'est fait un peu pour rêver aussi, l'UFC. Des noms comme Hooker, Ferguson, c'est des trucs qui me font rêver. Mais voilà, faudra voir. Faut voir pour l'instant, on ne peut pas choisir. Pour l'instant, bien sûr, normal. J'ai aucune légitimité. Mais tu l'as dit, c'est rêver. Mais voilà, s'il fallait rêver et si je pouvais me permettre de rêver, je rêverais ces noms-là. En soi, Paddy Pimblett, ça peut être pas mal aussi. Pimblett, ça pourrait être bien, mais il combat à Londres. C'est ça. Et je pense que c'est un gars qui, pour l'instant, choisit vachement bien ses adversaires. En fait, je pense que c'est l'UFC qui le protège un peu quand même. Oui, bien sûr. C'est normal. C'est du business. Un peu comme Sean O'Malley, parce que c'est vraiment une. C'est ça, c'est moitié volonté et l'UFC. Je pense que quand il va prendre un mec dur, Pimblett, ça va être d'un coup. Un peu comme Sean O'Malley, à un moment donné, il avait fait un step d'un coup. Bon, malheureusement, il avait perdu par calf kick là. Mais ils vont le monter jusqu'à qu'il soit vraiment en confiance et qu'il le sente après, vraiment vont le sacrifier. Et qu'il a fait. Et après, il va être. Peut-être ça va marcher pour lui, mais ça se dit, la marche sera trop haute. On verra. Mais en tout cas, moi, ils m'ont donné un top 15 dès mon premier combat en welterweight. Donc, s'ils me donnent un top 15 en lightweight, ça m'ira très bien. Mais c'est Anderson qui disait ça. Il faut monter. C'est Anderson, il nous le disait toujours. Il te faut monter, tu vois, et à un moment, il te sacrifie. Ronda Rousey. Qui venait du Strikeforce à l'époque, elle est venue, c'est elle qui a révolutionné le MMA féminin. Moi, ma femme, elle n'aimait pas le MMA. Et Ronda Rousey, elle kiffait. Je veux dire, elle était suivie. Et tu as vu, ils l'ont sacrifiée à la fin. Je sais pas s'ils espéraient ou pas, mais contre Nunez, franchement, non, c'était impossible. La Nunez, je la connais du Strikeforce. Elle est dure. Elle frappe super fort. Elle est super dure. Et puis, elle est costaud. Non, je savais que ça n'allait pas durer. Donc ils l'ont sacrifié, je pense que c'est comme ça, quoi. Et du coup, là, dans l'idéal, si jamais vous pouviez choisir un nom, pas d'aller dans les spoilers ni rien, mais est-ce que là, il y en a un qui est, entre guillemets, accessible, que ce soit dans top 20 ou quoi que ce soit, des lightweights? Je crois que tu avais un nom, toi, tu es un Brésilien, là, que tu parlais souvent. Ah ouais, un mec comme Leonardo Santos. Ça un joli nom, parce que c'est un mec, c'est aussi un ancien top 15. Je crois qu'il a été 14 ou 15 pendant une année ou deux. Et puis c'est un mec qui alterne en ce moment défaite et victoire et qui est bien classé, qui est encore dans le top 20. Ou un mec comme Clay Guida, ou effectivement là, si je devais vraiment rêver et avoir l'opportunité de choisir mon adversaire, un mec comme Dan Hooker qui est un peu en mauvaise posture, mais voilà, c'est un grand nom, c'est un monsieur du MMA parce qu'il a fait franchement, il a fait des guerres incroyables et parce que c'est la fin du top 15. C'est un mec qui est classé 13e, 14, 15e, je ne sais plus qui c'est. Je crois qu'ils s'affrontent. Il y a le Brésilien qui a perdu contre Gamrot qui va affronter le 14e et le 11e affronte le 12e vu qu'il y a de sa rupture contre Gamrot. Donc il reste que Dan Hooker dans le top 10, top 15. Et Ferguson, je rêve à ça, mais je pense que si jamais il me donnait un mec top 15, ça serait 10 ou entre 10 et 15, parce que ce mec-là voudrait combattre aussi, et ça serait peut-être Hooker, quoi. Mais voilà. Mais avec sinon, Guillaume, on a des objectifs différents pour Benoît. L'idée, c'est déjà, de le faire monter progressivement, déjà qu'il termine son contrat de 4 combats, et pour qu'il signe un autre contrat, déjà pour qu'il commence à vraiment rentrer dans l'organisation. C'est-à-dire que vraiment être un nom dans l'organisation. Parce qu'on sait que le premier contrat, c'est un peu fragile. On ne sait pas comment ça évolue. Donc nous, il prend n'importe qui, mais pas non plus un trop top. Il aura le temps, du moins dans ma tête de coach, je ne veux pas qu'il prenne des tops tout de suite, il a le temps, je pense. Je veux dire, il faut déjà qu'il s'installe. Là, c'est le guerrier qui parle. Mais ça, c'est Benoît. Benoît, il est comme ça. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Bien sûr. Non, mais on le connaît. Si j'ai autre chose, je serais très satisfait. Je suis déjà très fier et très satisfait d'être à l'UFC. Et peu importe qui c'est qu'on me dira, je serai content. Après, bien sûr, tu rêvasses toujours, quoi. Parce que moi, le premier nom, il m'avait fait rêvasser. Parce que quand j'avais vu Élisée, premier nom, boum, ils me mettent à top 15 tout de suite, ils me prennent pas pour de la merde. J'avais rêvassé. Parce qu'une fois, avant qu'il signe à l'UFC, il y a eu un désistement, Rafael Dos Anjos contre Makhachev. Benoît a contacté Guillaume, tu envoies un message à Shelby, tu dis que moi je veux Makhachev. Shelby, il a dit non. Benoît, lui, il faut le calmer, quoi. Sinon, il va aller chercher Khabib chez lui là-bas en Russie. Mais c'est lui dire, vas-y, viens, on refait un fight. Donc, non, mais nous, on est là justement pour. Pour temporiser. Voilà, pour temporiser. C'est normal. Après, tant mieux. C'est normal. Si tu as confiance en toi, en tes capacités, c'est normal d'avoir envie de te tester. Mais après, non, je comprends très bien. Ça reste un métier, ça reste du business. Et puis, il faut mériter sa place pour aller là-haut.
Donc voilà, à moi après de continuer. Et comme dit Daniel, il n'y a pas de combat facile à l'UFC. Non, ils sont tous durs. Il y a pas de, donc il va falloir, quel que soit le nom, ça sera un combat intéressant, un challenge intéressant. Et donc il faudra, et moi je pense que j'ai encore une bonne marge de progression, donc il faut que je continue. Chaque camp d'entraînement va me permettre de me modifier. Donc il va falloir que je capitalise là-dessus pour être prêt au maximum, peut-être ça arrivera au prochain combat, peut-être dans 2, peut-être dans 3 combats, pour que le jour où je refasse une guerre contre Eliseo, ça tourne cette fois en ma faveur, quoi. Voilà. Ouais, ok. Eh ben, je crois qu'on est parfait, les gars, on est bon. Voilà. Ben, merci beaucoup de vous sais être prêtés tout, hein. au jeu. Ouais, là c'est complet. Alors, merci beaucoup en tout cas de vous être prêtés au jeu. Et puis, bah, du coup, bon courage pour la suite. Hein. Bah, merci à toi. Ouais, merci. Et à bientôt. Ciao la sueur. Merci les gars. Salut les gars. I'm fucking coming for you!